Il y a des phrases que j'entends régulièrement. Souvent, quand une entreprise a déjà essayé plusieurs choses et commence à être frustrée et à manquer d'idées pour comment percer sur le marché américain. Et les phrases, c'est souvent quelque chose comme les clients américains ne veulent pas ce qu'on vend. Ils ne sont pas encore prêts à acheter notre produit. Il faut juste qu'on soit là-bas. Depuis la France, c'est impossible. Les Américains ne veulent pas acheter d'une entreprise française ou vraiment toute autre variante de on a essayé le marché américain et ça ne marche pas pour nous. Et chaque fois que je l'entends, je commence à me poser des questions, en fait, parce que cette phrase peut vouloir deux choses très différentes. Soit, c'est vrai, le marché n'est pas là, le timing est mauvais, il faut attendre ou pivoter, le produit, il n'est pas adapté aux Américains. Soit c'est une conclusion tirée trop vite à partir d'une méthode qui ne fonctionnait pas, une approche commerciale qui était un peu off ou un manque d'adaptation. Et ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même. Alors avec les années, j'ai appris à distinguer les deux. Quand un client arrive avec ce diagnostic après avoir essayé seul pendant des mois, ma première réaction, ce n'est pas de valider ce qu'il me dit, c'est de regarder ce qu'il a fait concrètement et souvent de le challenger. Et c'est le fil de cet épisode. C'est un cas réel, une transformation d'approche et ce que ça m'a amené à construire depuis. Parce que ce projet m'a forcé à formuler quelque chose que je savais intuitivement, mais que je n'avais jamais vraiment mis en mots. Je suis Christina Rebuffet-Brodius et bienvenue dans The Transatlantic Entrepreneur. 20 ans entre la France et les États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique, c'est ce qui nourrit chaque épisode. Et aujourd'hui, un cas concret, comment une PME tech est passée de 1200 prospects sans résultat à 1,4 million de dollars de pipeline en changeant une seule chose. Je récupère parfois des projets US qui ont démarré sans accompagnement. Une entreprise qui essaie de faire avec les moyens du bord, qui accumule les mois sans résultat et qui commence à se demander si le marché américain est vraiment fait pour elle. Celui dont je veux vous parler, c'est une PME tech, 30 personnes, produits validés en France et en Europe. Donc, ils savaient qu'un marché existait pour ce qu'ils vendaient. Côté US, ils avaient eu quelques contacts, quelques salons, quelques conversations qui semblaient prometteuses sur le moment, mais rien qui avait abouti. Et quand on s'est assis ensemble pour regarder ça, j'ai commencé par regarder justement leur cible. En plus de leurs contacts existants des salons et d'autres événements, ils utilisaient un outil de prospection automatisé. Donc, ils avaient plus de 1200 prospects identifiés selon les critères rentrés dans l'outil. Donc, des campagnes actives depuis plusieurs mois et forcément, avec un volume pareil, les messages étaient un peu générique. Alors, c'était pas parce que l'équipe ne savait pas écrire, c'était pas parce qu'ils avaient pas fait l'effort, c'est juste parce que à cette échelle, c'est mathématiquement impossible de faire autrement. Et donc, le résultat, c'était très peu de retours qualifiés. Donc, leur diagnostic, c'était le marché américain ne veut pas de notre produit. Mon hypothèse, dès le départ, c'était on a peut-être un problème de méthode. Et alors, attention, ça reste une hypothèse et que ça doit être testé et validé. Comme toute hypothèse, et comme je dirais quand on a une hypothèse de ce qui marche, la personne qui émet cette hypothèse n'a pas forcément raison. Et moi, je n'ai pas toujours raison. C'est normal, personne n'a toujours raison. Mais l'hypothèse que j'avais en regardant ce qu'ils avaient fait, c'était pas le produit le problème. C'était un problème de méthode. Donc, avant d'aller plus loin dans cette histoire, je vais être honnête sur quelque chose. Ces outils d'automatisation, je les ai testés moi-même. J'ai lancé mes propres campagnes à des volumes importants. J'ai vécu exactement la même chose. Des taux d'ouverture qui semblaient corrects, des réponses qui arrivent au compte-gouttes et cette sensation parfois de
enfin, juste de me demander est-ce que je pars dans le vide, est-ce que ça fonctionne vraiment, ou est-ce que je fais du volume et je me dis que quelqu'un finira par répondre. Donc, je comprends donc très bien pourquoi on y va avec ces outils, parce que la logique est cohérente sur le papier. Le marché américain est immense, l'outil permet de toucher beaucoup de monde en peu de temps, et statistiquement, si on contacte suffisamment de personnes, au bout d'un moment, quelqu'un finira bien par répondre, et nous, on a eu très peu de travail à faire derrière. Donc, c'est une logique de volume, c'est une logique séduisante, c'est une logique qui se tient d'une certaine manière, et je ne dis pas que c'est une mauvaise approche en soi, je dis juste que ce n'est pas toujours la bonne approche. Donc après, voilà, faut choisir le bon outil et la bonne approche pour la situation. Le problème, c'est que le marché B2B américain exige une approche personnalisée pour avoir des taux de conversion plus élevés. Donc, imaginez un décideur américain. Alors, peu importe le titre exact, VP Sales, directeur des achats, responsable des partenariats, peu importe le titre, c'est lui qui décide. Et qui ouvre sa boîte mail, je sais pas, un mardi matin. Et il reçoit, selon les études sur la prospection B2B, plus d'une dizaine de mails de prospection par jour. Certains décideurs en reçoivent bien plus. Donc, forcément, une bonne partie vient de ces outils automatisés. Et on le reconnaît en 3 secondes, souvent même moins. Alors, ce que ce décideur cherche à identifier dans ces 3 secondes, c'est une réponse à ces questions pour trier rapidement le mail. Est-ce que cette personne me connaît vraiment? Est-ce qu'il connaît ma situation, mes besoins? Est-ce qu'il a pris le temps de comprendre mon contexte? Ou est-ce que c'est encore un message envoyé à 1000 autres personnes pour voir qui mord? Et la réponse à cette question, un message générique, la donne immédiatement. Et elle referme la porte avant même qu'on ait eu le temps de la pousser. Et il y a quelque chose de culturel dans ça aux États-Unis. Montrer qu'on a pris le temps de comprendre quelqu'un avant de le contacter, c'est une marque de sérieux. En anglais, on a une expression, you did your homework. C'est une expression qu'on entend souvent aux États-Unis dans des contextes professionnels. Et elle dit exactement ça. Tu t'es préparé, tu sais à qui tu parles, tu mérites qu'on te réponde parce que you did your homework. Tu as fait tes devoirs avant d'arriver jusqu'à moi pour essayer de prendre un peu de mon temps si précieux. Alors, les Américains peuvent aller très vite quand un message leur parle vraiment, mais ils ignorent avec la même rapidité tout ce qui ne les concerne manifestement pas. Alors, petite parenthèse culturelle refermée, revenons au cas du client avec qui on a travaillé leur prospection. Donc, on a donc repris le projet avec une approche différente. Le premier changement, on a réduit très fortement la liste prospects. On est passé de 1200 prospects à 35 comptes. Et là, quand on fait ça, j'avoue, c'est souvent la même réaction en fait. Une sorte d'inquiétude mêlée d'incrédulité. Mais 35, c'est si peu. Est-ce qu'on peut vraiment attaquer le marché américain avec que 35 prospects? Comment on peut construire une vraie pipeline pour un marché si énorme avec une tout petit pipeline de 35 entreprises? Alors, cette question-là, je comprends parce que là, c'est vrai que logiquement, il y a quelque chose qui cloche. Mais la question part d'une mauvaise prémisse. 35 comptes bien choisis ont une valeur commerciale sans commune mesure avec 1200 comptes sélectionnés par un algorithme sur des critères plutôt généraux. Et l'account-based marketing, l'ABM, repose sur ce principe. On concentre l'énergie sur les comptes qui ont objectivement la plus forte probabilité de signer et de les traiter comme des projets à part entière. Donc, pour identifier ces 35 comptes, on n'a pas utilisé uniquement la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité, la zone géographique. On a regardé la qualité réelle du match entre le produit et ce que le prospect faisait concrètement dans son marché. On a cherché des signaux de besoin. Alors, pas des suppositions qu'on imaginait leur douleur, etc., mais on cherchait des éléments factuels, des événements, etc. Et pour chaque compte retenu, on a trouvé quelque chose d'actuel, une levée de fonds récent, des recrutements dans une direction qui faisait sens, peut-être même un contexte réglementaire en train de changer aux États-Unis dans leur industrie.
Et ce travail, ça prend du temps. C'est un travail minutieux à la main, ou en tout cas, c'était vrai à l'époque. Mais il transforme complètement ce qui se passe ensuite. Donc, sur les messages qu'on va envoyer aux prospects, moi, j'utilise un test assez simple pour évaluer si un message de prospection vaut quelque chose. La question que je pose, c'est est-ce que ce message pourrait être envoyé à une autre entreprise sans le modifier? Si oui, il est générique. Peu importe le soin qu'on a mis dans la rédaction, peu importe qu'on ait personnalisé le prénom et le nom du secteur d'activité, ça c'est des fausses personnalisations, je dirais. Mais si le message peut être envoyé à 2 personnes différentes dans 2 entreprises différentes, il n'a pas sa place dans une approche ABM. Et un message qui fonctionne dans ce contexte, il est taillé pour une seule situation à un moment précis. Et le destinataire le comprend en lisant la première phrase parce qu'il y voit quelque chose qui n'aurait pas pu être écrit pour quelqu'un d'autre. Pour ce client, donc on a construit une séquence de 4 touch points, 4 points de contact par compte. Donc c'était pas une relance agressive tous les 2 jours, c'est une progression qui ajoute quelque chose à chaque fois, toujours personnalisé et qui construit une raison de répondre plutôt que de simplement rappeler qu'on existe et de parler de notre produit. Donc, au bout de 2 semaines, les premières réponses sont arrivées. On avait des échanges réels avec des interlocuteurs qui avaient envie de continuer la conversation. Et 10 mois plus tard, on avait 1,4 million de dollars de pipeline et un contrat signé. Premier contrat sur le marché américain. Donc, c'est pas une méthode miracle, en fait. Ça ne promet pas de signer un client US au bout d'un mois. En fait, c'est simplement des bons messages aux bonnes personnes à un moment où ces personnes avaient une raison concrète de s'y intéresser. Mais sur les résultats, la différence avec ce qui avait été fait avant, avec les outils d'automatisation de masse, c'était le jour et la nuit. Donc, ce projet, on l'a mis en place début 2025. Et honnêtement, avec les outils qu'on avait à cette époque, le travail de recherche sur ces 35 comptes, ça a pris plusieurs mois. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a fait, mais c'était long. Et c'est souvent là que les PME bloquent quand je leur explique la démarche. Elles voient pourquoi ça fonctionne, elles comprennent la logique, mais elles n'ont pas 3 mois devant elles à consacrer uniquement à la recherche avant d'envoyer un premier message. Donc, depuis quelques semaines, je travaille sur quelque chose qui vise à résoudre ce problème-là. Un outil qui prend en charge la partie collecte et analyse, qui identifie les signaux d'achat, rassembler les informations pertinentes sur chaque compte, préparer le terrain pour que les messages puissent être vraiment personnalisés sans que ça prenne des mois de recherche et de rédaction, etc. La relation, le jugement sur ce qui est pertinent ou pas, la conversation humaine, ça reste humain. Mais la partie recherche, elle peut aller beaucoup plus vite tout en étant véritablement personnalisée et vérifiable. Donc, avant de continuer le développement, je voulais vérifier que je travaillais sur le bon problème. Donc, j'ai posé la question directement en début de semaine aux abonnés à ma newsletter et à ma communauté LinkedIn. Et d'ailleurs, si vous avez répondu, je vous remercie pour votre aide dans ce projet. C'était un sondage simple, en fait. Sur quoi vous sentez-vous le moins confiant pour le marché américain? Et 59% des répondants ont choisi comment trouver des clients US. Trouver. Pas vendre, pas adapter le pitch, pas le site web. Identifier les bons comptes, accéder aux bons décideurs, créer le premier contact qui ouvre réellement une porte. Et c'est exactement le problème que cet outil adresse. Donc, je continuais pour l'instant actuellement à le développer. Donc, le produit, il est encore en phase de test et c'est là où je vais faire appel à vous. Je cherche 3 entreprises pour le tester gratuitement. Donc, des contextes différents, des secteurs différents, mais quelques critères quand même. Vous vendez en B2B. Vous avez un marché confirmé en France ou en Europe. Vous vendez déjà vos produits. Et votre panier moyen est quand même important, car si vous vendez un produit à 59 $ par mois, honnêtement, cette approche n'est pas adaptée. Mais si vous vendez en B2B, vous avez déjà des clients et votre panier moyen est, disons,
à partir de 10 000 euros, ça peut matcher. Donc, l'idée est que je vous génère une liste de comptes promoteurs avec pourquoi chaque compte match avec votre produit, pourquoi ils ont besoin de vous maintenant, et je génère aussi vos messages de prospection déjà écrits pour coller au code du marché US en étant véritablement personnalisés pour vous, votre produit, le prospect et son entreprise et son contexte. Donc, on teste pour confirmer ce que ça donne sur des cas réels avant d'aller plus loin. Et si vous faites de la prospection US en ce moment et que vous voulez faire partie de ces 3 entreprises test, contactez-moi via LinkedIn, Christina Rebuffet-Brodus. Je pense que je suis la seule avec ce nom extrêmement long. Je pense pas on est 2 Christina Rebuffet-Brodus sur LinkedIn. Alors, pour revenir à la phrase du début, les clients américains ne veulent pas de ce qu'on vend. Peut-être. Mais avant d'en arriver là, une seule question vaut la peine d'être posée honnêtement. Est-ce que les messages que j'envoie peuvent être envoyés à quelqu'un d'autre sans changer grand chose dans le message? Si oui, vous n'avez pas vraiment testé le marché, vous avez testé un outil. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, merci d'avoir écouté, et si un seul truc de cet épisode change quelque chose dans votre façon d'aborder le marché américain, c'est exactement pour ça que je fais ce podcast. C'était The Transatlantic Entrepreneur, et je vous dis à très vite.